Alors on en parle avec des spécialistes de la question, Émilie Spiesser de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et Anne Kosman, consultante en communication, responsable chez O2M, un bureau d'ingénierie d'impact RSE. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Margot. Alors j'ai fait une définition volontairement simpliste du greenwashing. D'un point de vue légal, pour qu'on comprenne bien, le greenwashing, en fait, c'est quoi ? Bonjour, donc Émilie Spiesser de l'ADEME. Le greenwashing, ça consiste en des pratiques de communication. Alors la communication, c'est très large, hein. Ça peut être apposer un petit pictogramme sur un produit, ça peut être mettre un emballage vert. Tout le monde a déjà vu des détergents tout verts aussi, le produit peut être vert. Ça peut être une allégation environnementale, donc un mot biodégradable, écologique, sans substance N ou des choses comme ça. D'origine 100% naturelle, ce qui ne veut absolument rien dire. 100% naturel aussi, biosourcé aussi est une allégation environnementale. Enfin, c'est tout ce qui va avoir une connotation qui va pouvoir laisser penser au consommateur que le produit qu'il a entre les mains est plus écologique. Et donc le greenwashing, c'est une pratique qui consiste à finalement être dans une forme de tromperie du consommateur, volontaire ou involontaire. C'est-à-dire que parfois, en toute bonne foi, des entreprises vont communiquer sur une caractéristique environnementale de leurs produits, mais ce n'est pas vrai, ou ce n'est pas comme ça qu'on doit communiquer, et c'est tout l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Et une chose que je ne savais pas, et j'ai pu le découvrir grâce aux échanges que l'on a eus en préparant cette conférence, c'est qu'en France, eh bien, on est plutôt sévère en termes de réglementation concernant le greenwashing. C'est bien ça ? Alors oui, tout à fait. En fait, sévère, en tout cas, on s'y intéresse depuis maintenant plus de 10 ans. Alors l'origine, pourquoi d'un seul coup les réglementations, que ce soit nationales ou européennes, ont commencé à affluer. Ce sont soit des réglementations qui régissent le code de la consommation ou des réglementations environnementales. Et on a vu une prolifération des textes pour mieux communiquer, mieux informer le consommateur, que ce soit d'un point de vue, sur tous les domaines ou particulièrement au niveau environnemental. On arrive à le dater, d'ailleurs, le greenwashing ou pas ? Quand est-ce qu'il apparaît ? Alors officiellement, il n'y en a pas. Question piège, on n'a pas du tout préparé ça, donc je suis incapable de vous répondre. Non, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire, mais je pense que c'est des pratiques qui ont toujours eu lieu. Oui. Parce que par méconnaissance ou parce qu'on avait un avantage à mettre en avant, une innovation qui avait été mise en avant. Et de fait, juste pour compléter, on sent bien avec tous les échanges qu'on a eus depuis ce matin qu'il y a des attentes aussi des consommateurs autant que des entreprises aujourd'hui sur le sujet environnemental et qu'il est tentant finalement par les professionnels de la publicité ou par les entreprises elles-mêmes de mettre en avant des choses et de le faire parfois, on l'a dit, maladroitement ou de façon ou sciemment. Alors justement, vous, Anne Kosman, vous accompagnez les entreprises pour avoir une activité plus respectueuse, plus vertueuse. Ça consiste en quoi pour éviter justement de débarquer et d'être un petit peu balourd dans sa démarche de dire si j'aimerais communiquer sans faire de greenwashing ? Alors, globalement, nous, chez O2M, donc on est un bureau d'ingénierie d'impact RSE. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, on calcule. Nous sommes des grands calculateurs d'impact, que ce soit des impacts positifs pour l'aspect social ou des impacts négatifs pour l'environnement. Donc, on va être des scientifiques, on a beaucoup de scientifiques dans l'équipe, et on va calculer les impacts sur l'environnement. Donc, on parle carbone, bien sûr, mais on parle d'une multitude d'impacts sur l'environnement, sur l'air, sur les sols et sur l'eau. Et donc, tous nos résultats, en fait, tout ce qu'on va produire comme résultat d'impact auprès des entreprises qu'on accompagne, l'entreprise va s'en saisir ensuite pour réduire ses impacts sur l'environnement. Idéalement, c'est ça qui est attendu. C'est ça dont il est question quand on parle d'éco-conception. C'était le sujet de la table ronde d'avant. Et donc, OK, je suis entrepreneur, je suis industriel, je me saisis de mes résultats pour intégrer cela dans mes process de fabrication sur l'ensemble du cycle de vie de mes produits. Mais ensuite, auprès de mes parties prenantes, comment je m'y prends ? Je ne vais pas leur balancer mes chiffres comme ça. Comment je traduis ces résultats-là pour qu'ils comprennent que je fais des efforts, que je suis dans cette logique d'amélioration continue et que je fais pas après pas finalement ma part, Carole vient de l'évoquer, ma part de colibri sur ma réduction d'empreinte. Et ça finalement, on est dans cette logique de on ne vous laisse pas
nous, au 2M, spécialistes de l'environnement, on ne vous laisse pas un peu maladroit avec vos résultats et on vous aide à bien traduire, et c'est ça dont je m'occupe donc dans l'entité d'O2M qui s'appelle O2M Studio. On accompagne jusqu'à la bonne élaboration des messages vers les parties prenantes de l'entreprise. Après, moi, je me mets à la place de l'entreprise. Si je fais effectivement plein de choses bien, donc ce n'est absolument pas du greenwashing, puisque c'est vrai, donc je peux me dire, je me l'ajoute complètement transparente et je communique et je balance tout, au moins, j'ai pas à rougir. Alors oui et non. Ça évidemment, enfin moi j'ai souvent des entreprises, des industriels qui m'appellent en me disant Milly, on a fait des gros progrès, on a travaillé dur sur ce sujet, on a envie de communiquer dessus. Je rappelle, l'éco-conception, c'est concevoir un produit pour limiter les impacts de ce produit tout au long de son cycle de vie, de manière multi-impact. Donc, pas que les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut agir sur les impacts environnementaux les plus importants. Il ne s'agit pas, enfin vous pouvez toujours le faire, réduire les impacts de votre produit sur des petites choses. Mais en fait, ce qui est fondamental pour vraiment réduire l'impact de votre produit, c'est d'agir où les impacts sont les plus contributeurs. Et ça, vous allez me regarder avec des yeux, mais c'est quoi les impacts contributeurs? En fait, c'est compliqué parce qu'on en parle avec Anne. De par notre connaissance, vous êtes un secteur qui est en train de se lancer là-dedans. Et du coup, la connaissance des enjeux environnementaux, des impacts environnementaux de votre secteur sont assez peu connus, assez méconnus. Et donc, il y a tout un travail de données, d'identification des impacts environnementaux principaux de vos catégories de produits, donc les lunettes, qu'il va falloir vraiment creuser pour pouvoir après agir concrètement. Donc, mot d'ordre, patience. Non, action. Patience pour communiquer. Ah oui. D'abord agir avant de penser à communiquer. On agit, puis on attend un petit peu avant de communiquer pour voir les résultats. Oui, tout à fait. Je crois, enfin, je suis sûre, parce qu'on en a discuté, qu'il y a des guides pratiques qui existent pour bien communiquer. Alors oui, il existe. Alors je ne sais pas si on peut mettre les diapos. Voilà, c'est ça. Alors, je vous ai mis les QR codes de 3 guides centraux de référence pour vous aider à mieux communiquer. Donc, le premier qui est tout à ma droite, donc à votre gauche, c'est le guide pratique des allégations environnementales. Donc, dans ce guide, vous allez retrouver une grande partie des aspects réglementaires pour mieux communiquer. Qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit d'écrire? Il y a certains termes qui ont été évoqués ce matin. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un produit écologique, d'un produit éco-responsable. C'est interdit par la loi AGEC de 2020. Je suis pas très forte pour les dates. Donc, il y a toute la première partie du guide, c'est sur le volet réglementaire, ce que vous pouvez faire, pas faire, et qui vous guide. Et la deuxième partie du guide, c'est 17 termes, 17 allégations environnementales qui peuvent être apposées sur les produits. Et il a été déterminé comment bien les utiliser pour ne pas faire de greenwashing. Ce travail, il a été fait avec les entreprises, les fédérations professionnelles de différents secteurs, hein, puisque ce n'est pas que sur la lunetterie, c'est sur tout type de produit, et avec les associations de consommateurs, le ministère de la Transition écologique, la DGCCRF, Direction générale de la consommation, concurrence et répression des fraudes, et l'ADEME. Concrètement, sur le terrain, ça donne quoi ces guides, Anne Kosman? Alors justement, nous, chez O2M, on accompagne concrètement les entreprises justement dans la bonne communication sur leurs efforts en termes de réduction d'impact. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de sensibiliser, quels que soient finalement les métiers dans une entreprise. C'est important que chacun puisse se munir, se nourrir de cette réglementation, de ces recommandations aussi métiers, puisque Émilie vient d'évoquer la partie réglementaire, les lois AGEC et la loi climat et résilience ont été des grandes lois dans ces dernières années qui ont appuyé fortement sur cette réglementation et ce cadrage des termes et des allégations environnementales. Donc nous, on sensibilise déjà à leur bon usage jusqu'à la formation. En fait, d'abord, c'est se former à tout ça. On n'a pas forcément l'occasion d'avoir toutes ces informations, de digérer tous ces outils qui sont fort bien faits. Nous, ça fait partie de nos outils pratiques quand on accompagne les entreprises. Donc nous, on est dans cette logique de sensibiliser jusqu'à former les communicants, les dirigeants d'entreprise, qui sont les premiers à véhiculer les messages d'efforts de réduction d'impact. Et ensuite, nous, ce qu'on propose aussi, c'est
les communicants, parfois, ils ont beau avoir lu les guides, ils pensent que c'est bon, mais finalement, est-ce que leur campagne ne va pas contrevenir au réglementaire sur le greenwashing? Donc nous, on fait du screening, on fait de la revue critique finalement des affiches et des flyers qui sont prêts à être placardés dans les magasins. Est-ce que là, en tant que marque X ou fabrication Y, est-ce que je suis dans les clous? Je pense que oui, mais finalement, le regard extérieur, parfois, peut rassurer et peut valider des options prises. Alors vous accompagnez des grands groupes comme Auchan, hein, pour ne le citer. Ça donne quoi dans un petit magasin? Alors, ce qui est intéressant, donc nous, on est pas mal spécialisés dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, souvent, les réductions d'impact, vous l'avez déjà évoqué hein, dans les précédentes conférences, la réduction d'impact se pense au niveau de la chaîne de valeur. Donc, finalement, les opticiens, les fabricants de verres, les fabricants de montures, enfin, toute l'interprofession, finalement, de l'optique, va devoir, et est déjà en mouvement, pour réduire ensemble de façon conséquente les impacts. Donc sur la partie agricole et agroalimentaire, on accompagne des agriculteurs, les transformateurs, jusqu'aux distributeurs Auchan. Et donc Auchan, par exemple, avec qui on travaille sur ces aspects de revue critique ou de screening de certains flyers qui sont prêts à être distribués en magasin, de certains de leurs fournisseurs, où la direction RSE se dit... Là, on n'est pas très à l'aise en fait avec les termes qui sont utilisés dans ce flyer. Est-ce que vous pouvez nous aider à décortiquer et surtout à argumenter auprès de nos fournisseurs pour qu'on puisse leur dire on n'est pas tout à fait à l'aise, revoyez votre communication, revoyez votre PLV parce que là, ça ne nous sommes pas conformes à la législation en vigueur. Et par rapport à l'opticien qui, lui, finalement, n'est pas responsable de la communication des marques qu'il vend, comment ça se passe? Justement, peut-être que là, la responsabilité de l'opticien serait peut-être de challenger ses fournisseurs, justement. Il a peut-être quelques marges de manœuvre de dire j'ai bien reçu vos nouvelles campagnes, je ne suis pas très à l'aise sur le terme qui est utilisé. Est-ce que vous avez quelque chose qui puisse prouver? Le terme de preuve est quelque chose de très important en communication responsable. Quel terme, en fonction des termes qui sont utilisés, comment vous pouvez prouver cette allégation? Comment vous pouvez dire que vous êtes effectivement biosourcé? Comment vous pouvez dire que vous êtes moins impactant sur l'environnement en l'occurrence? Alors, Émilie Piesser, vous êtes aussi chargée d'accompagner, de mieux guider les consommateurs vers des produits plus respectueux du quotidien. Lutter contre le greenwashing, ça passe aussi par les consommateurs? Parce qu'on parlait justement de la responsabilité du consommateur, et c'est vrai que c'est difficile. Oui, alors moi là-dessus, ça fait 15 ans que je travaille sur la consommation de produits plus responsables. Avant, je pensais que le consommateur allait révolutionner la planète. Je pense qu'il ne faut pas lui donner trop de responsabilités non plus, parce qu'il n'a pas la maîtrise du sujet, forcément, du secteur. Il a plein d'autres arbitrages à avoir. Ce matin, j'entendais, l'environnement arrivait en 2e position d'un sondage. Alors, je ne sais pas si c'était sur la Les motivations sur du les Made in motivations. France. Après le prix, nous, tous les baromètres qu'on suit au niveau de l'ADEME, c'est plutôt le prix arrive en 4e, voire en 5e. L'environnement. Oui, j'étais surprise, je me suis dit waouh. L'environnement, non, mais là je m'égare. L'environnement arrive en 4e ou 5e position. Donc c'est pas le premier curseur qui va faire changer les choses. En revanche, après, les éveiller au greenwashing, parce que ça, je pense que les éveiller au greenwashing, leur dire vous ne vous ferez plus avoir, soyez attentifs, regardez ce qui est greenwashing ou qui ne l'est pas. Alors moi, je vais inverser quand même la tendance. Alors c'est vrai que les consommateurs ont une attente, autour de 80-82% des Français. Donc ça, c'est une étude Greenflex de 2024. Sont dans une démarche de changement de comportement pour aller vers une consommation plus vertueuse. C'est du déclaratif, mais ils en ont l'intention. Donc ça, c'est important. Après, je change le fusil d'épaule aussi. C'est que j'ai quand même un 2e chiffre. C'est pour ça que j'ai pris mes notes, parce que c'est pas mon dada, les chiffres. C'est dans le même baromètre, c'est que les consommateurs cheminent pour dénoncer les mauvaises pratiques de communication. Alors, ce n'est pas que environnemental, c'est environnemental, social et sur l'humain. Et ça a été multiplié par 3 entre 2017 et 2024. C'est quoi? C'est sur les réseaux sociaux, alerter et dire voilà, j'ai vu ça, c'est mensonger. Comme ça. Il y a aussi la DGCCRF qui a mis en place un site internet qui s'appelle Signal Conso,
à destination des consommateurs pour dénoncer justement du greenwashing, mais pas que, tout ce qu'il peut, enfin voilà, des difficultés dans la consommation en général, mais le greenwashing en fait partie. Et je voulais juste donner un dernier chiffre qui me paraît important, et pour vous dire que c'est sous le feu des projecteurs. D'accord, la DGCCRF lance de plus en plus d'enquêtes nationales sur les allégations environnementales. Et en 2021-2022, ils en ont lancé une d'ampleur. Et en fait, donc, voir si les allégations environnementales apposées sur des produits de consommation étaient correctes. Ils ont fait donc 1100 établissements. Voilà, il y a eu 1100 établissements contrôlés et 1 sur 4 était en anomalie. Donc 25% étaient en anomalie. Vous imaginez, c'est énorme. C'est beaucoup. Oui. Au-delà de ça, nos détails après, parce qu'il faut le savoir quand même, donc il y a eu 141 avertissements. En gros, c'est OK, on vous appelle, vous avez fait ça, c'est quand même pas terrible, essayez de progresser, etc. Donc ça, c'est le blâme, on n'est pas encore viré. On n'est pas viré. Ensuite, il y a eu une injonction, donc ça, 114 cas. Donc 114 cas d'injonction. L'injonction, ça veut dire, là, vous avez fait une communication, elle est erronée, elle est fausse, elle est trompeuse, non conforme. Donc là, il faut que vous rétablissiez la vérité. Donc là, ça nécessite à l'entreprise qui a mal communiqué, ça va générer des coûts de communication, des coûts d'image. Il va falloir réagir, arriver à convaincre aussi qu'on n'a pas fait exprès. Et ça, c'est l'image de marque, notamment de l'entreprise, qui peut en pâtir. Et même l'ambiance au niveau du salariat, finalement, qui est mis à mal aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et il y a eu quand même, alors après, je n'ai pas les montants, je ne sais pas les sanctions financières ou autres qui ont eu lieu, mais il y a eu 18 procès-verbaux, pénaux ou administratifs. Ça ne paraît pas énorme, mais quand même 18 sur 1100, moi je trouve que c'est beaucoup. Et les sanctions peuvent aller très loin, puisqu'on peut être sanctionné à hauteur, alors j'ai halluciné quand j'ai vu ça, mais jusqu'à hauteur de 80% du chiffre d'affaires. Donc là, on est quand même dans quelque chose. Je ne vous dis pas que ça a été fait aujourd'hui. À ma connaissance, il n'y a pas eu de sanction aussi haute, mais c'est réglementairement possible. Donc il faut se méfier pour votre entreprise, pour la viabilité de l'entreprise. Ce n'est pas facile de communiquer d'un point de vue environnemental. Donc peut-être vous renseigner, consulter les guides qui existent, consulter les entités ou les bureaux d'études qui peuvent vous accompagner là-dessus. Justement, par rapport aux guides, il y en a aussi pour les consommateurs, des guides qui concernent simplement les consommateurs. Alors, à destination du consommateur... Pour justement repérer, s'éveiller au greenwashing. Il y a la page de label, tu penses à ça? Ouais. Alors, ça ne répond pas à toutes les problématiques. Mais l'ADEME a beaucoup travaillé sur les labels environnementaux apposés sur les produits de conso. Alors, ça a été évoqué ce matin. Aujourd'hui, les labels environnementaux sur la lunetterie, il n'y en a pas beaucoup à ma connaissance. Carole tente brillamment de se lancer dans cette démarche. Et l'ADEME a analysé un certain nombre de labels environnementaux, pas dans votre domaine, mais pour les recommander ou pas aux consommateurs. Donc on pourrait imaginer qu'on puisse avoir une évaluation d'un label environnemental sur les lunetteries pour pouvoir savoir s'il tient la route ou pas, pour être sûr que les impacts environnementaux principaux du produit sont réduits. Alors avant de donner la parole au public, Anne Kosman, est-ce qu'il y a eu, vous avez eu beaucoup d'entreprises que vous avez accompagnées où vous leur avez dit non, là c'est clairement du greenwashing, tu ne peux pas dire ça? Alors, non, on ne le dit pas comme ça. La logique, c'est d'être dans une logique d'observation de ce qu'on a pu produire. Souvent, c'est de la maladresse la plupart du temps. Il n'y a pas une vraie intention, en tout cas de celle qu'on a pu accompagner. Et donc, c'est de savoir faire, je ne sais plus que c'est Cyr, je crois, tout à l'heure, qui parlait d'erreur et que finalement, l'erreur n'est pas... C'est pas grave en soi de se tromper. Il s'agit après de l'identifier et de ne pas la renouveler. Et donc, de se dire... je suis dans un processus d'amélioration continue, je suis en chemin finalement pour réduire, puisque j'ai déjà fait cet effort d'aller quantifier mes impacts et de travailler à la réduction des principaux hotspots environnementaux. Donc une fois que je suis déjà dans un pied dedans, j'ai envie de dire, ça serait dommage de rater la marche de la communication qui arrive après, on vient de le dire. Donc il s'agit souvent d'une réassurance en fait, de notre part, c'est de dire continuez, vous êtes sur le bon chemin.
attention à ne pas rater la dernière marche, ça serait dommage, puisqu'on a évoqué les sanctions possibles, qui sont encore finalement assez faible, mais la DGCCRF muscle son jeu, l'IA arrive, ils vont pouvoir screener beaucoup plus les communications en ligne notamment, il y a plus aussi de ressources humaines qui vont être dédiées à ces questions-là, donc on sent que quand même la machine est en route et il n'y aura pas de retour en arrière sur ces questions d'attente environnementale. Donc pour les entreprises qui ont peut-être fauté ou qui sont plutôt en demande de réassurance, on arrive toujours à montrer que finalement dans des entreprises où il y a une culture assez forte de RSE, de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, où les efforts sont constants, où globalement c'est inscrit dans la durée. Parfois, il y a des habitudes qui se sont prises avec des terminologies dont on parlait. Nous, on éco-conçoit nos produits. Alors, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps dans une entreprise qui fabriquait des panneaux de signalisation. Nous, nos panneaux, ils sont éco-conçus depuis 15 ans. Alors, on dit quoi maintenant ? Nous, en fait, c'était la première partie de la journée. Donc, j'essayais de leur dire « Ah bon, mais pourquoi vous dites éco-conçu ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Est-ce que vous avez fait des études ?» Je les laissais un peu me dire. C'était l'équipe commerciale en plus. Donc, ils maîtrisaient bien leur sujet, leur argumentaire. Et puis, deuxième partie de journée, on est vraiment rentré dans le dur sur les allégations, sur le guide dont a parlé Émilie. Et je les voyais un peu blêmir. Et je vois un peu la responsable du guide, du catalogue de produits qui commence à regarder, mince, où est-ce que j'ai mis recyclé, est-ce que j'ai mis le pourcentage, oh là là, voilà. Et ils allaient justement produire leur nouveau catalogue juste après. Ils ont dit, ouf, en fait, heureusement qu'on a... parce que là, finalement, on se dit qu'on n'avait pas forcément mis tous les éléments d'information vers le public cible qui nous permettait d'être vraiment en règle avec ces allégations-là. C'est vrai qu'il était pratique ce éco-conçu parce qu'on ne savait pas trop à quoi ça faisait référence, il pouvait y avoir un peu de recyclage, de secondement, c'était assez pratique. Donc on dit quoi aujourd'hui ? On peut préciser, il est recyclé, il est également alors, dans toute la liste, en fait. Comme disait Émilie en introduction, en fait, si je dis que mon produit a été éco-conçu, c'est qu'effectivement, je peux dire qu'est-ce que l'éco-conception d'un produit. Déjà, je dois le définir et je dois donner à voir à mon public cible. Je dois ensuite dire, effectivement, pour avoir éco-conçu mon produit, c'est que j'ai fait l'analyse de cycle de vie de mon produit et donc de dire à partir de quelle méthodologie, avec quel outil, quelle version de l'outil, que ce soit ne serait-ce qu'une mention écrite quelque part et que je puisse retrouver ces éléments-là au besoin, si le client le demande ou si le lecteur le réclame. On sait que ça existe et on sait qu'il y a eu un travail effectif de faire. C'est vrai que le risque, c'est d'être finalement tétanisé et de ne plus vouloir communiquer. Et ce serait dommage. Ça serait dommage. Mais en fait, il faut bien se documenter. Il y a des documents qui existent. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, le guide pratique des allégations environnementales, à la base, c'est pour le grand public. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas suffisamment adapté. Enfin, personne va dire un guide comme ça en rentrant de faire ses courses ou avant d'aller faire ses courses ou dans le magasin. Donc, ce n'est pas pour moi le plus adapté, mais il est aussi à destination éventuelle. Mais ce qui est peut-être intéressant, juste avant de donner la parole au public, et je veux bien qu'on mette une diapo où il y a les 5 règles clés. Ça, c'est des diapos cachés. Voilà. Donc en fait, pour que vous ayez juste, vous repartiez au moins avec ça, ces 5 règles clés. Alors, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que c'est vraiment derrière nous. Les 5 règles clés pour construire une communication responsable, c'est-à-dire sans greenwashing. D'accord ? Il faut avoir en tête qu'il y a... Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas développer, mais je pourrais en parler avec ceux qui veulent après. Voilà. Donc, la première règle, c'est la pertinence de la communication. Est-ce que c'est pertinent que je communique sur ce point ? Est-ce que c'est vraiment sur le cœur de mon activité ? J'ai en tête, j'ai le temps de donner un petit exemple pour chaque ? Oui, allez-y. D'ailleurs, ils sont à l'écran. La pertinence, par exemple, vous voyez tout en bas à gauche, c'est une carte bleue et la banque qui a émis cette publicité est en train d'alléguer en disant qu'elle a mis moins d'encre. Et puis, je ne sais plus quel est l'autre argument. Moins d'encre sur notre carte blanche en plastique recyclé, c'est tout simple et c'est plus écologique. Et en fait, là, la pertinence, la carte, c'est juste l'outil pour payer ou pour retirer de l'argent. Mais le service rendu par la banque, c'est autre chose, c'est votre compte bancaire. Là, c'est juste l'outil qui va servir à ça. Et communiquer, donner l'impression au consommateur que finalement, avec cette carte bleue, vous n'avez plus d'impact, qui est très léger parce qu'il y a moins d'encre sur la carte. Là, je caricature, mais
Mais il faut vraiment se poser la question comme ça. Vous voyez un petit peu la nature l'ampleur qui est donnée finalement à un geste qui est vraiment minime. La faiblesse, c'est de se dire derrière, c'est qu'ils font vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il faut vraiment que la mesure de la communication soit pertinente par rapport à l'activité ou au produit lui-même. Ensuite, il y a la question de la loyauté. Alors la loyauté, le terme loyal, on le retrouve dans une directive européenne sur la consommation. Une communication doit être loyale. Donc là, l'exemple que vous avez à l'écran, donc c'est une marinière et le texte qui est associé, c'est la marinière qui nettoie les océans. Eh bien voyons, si c'était possible, on serait tous heureux. Donc là, il y a une exagération massive du bénéfice environnemental d'un produit. Donc ce n'est pas loyal. Troisième règle, la proportionnalité. Il faut vraiment faire attention à ça. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez les mettre en avant, mais n'annoncez pas en disant « ça y est, c'est révolutionnaire, mon produit n'a plus d'impact ». Si vous avez juste à améliorer l'étude à lunettes. C'est peut-être ça le plus dur aussi, parce que ça, c'est un peu la course à l'échalote. Sensationnel, oui, j'ai fait un truc on en parlait incroyable, avec Anne. notamment Le sur pas à LinkedIn ou autres réseaux, où c'est vrai que c'est ça. un peu, regardez, Puis, ma vie, mon œuvre. Puis c'est gratifiant, parce que même derrière un tout petit effort, enfin, même derrière tout effort, il y a un gros effort finalement. Donc on a toujours envie de le mettre en avant, mais là, il y a des règles, donc il faut que vous fassiez attention à ça. Donc ne pas exagérer. Donc la proportionnalité, c'est le respect fidèle et exact de l'ampleur de l'avantage environnemental. Donc là, c'est sur voilà tout ce que l'on rejette en roulant à l'hydrogène. Et vous avez l'illustration d'un verre d'eau. Bon, il y a peut-être d'autres conséquences, d'autres impacts environnementaux associés à l'utilisation de cette énergie hydrogène. Donc là, pareil, on est dans une allégation qui est disproportionnée. Ah oui, alors c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est génial. Elle est géniale, cette pub. Moi, je trouve que c'est fort, on la retient, etc. Mais c'est faux. Donc, il faut être proportionné. La clarté, donc dénuée d'ambiguïté quand on communique. Il faut être précis avec des éléments factuels. Sur cette étiquette, il est noté « Nous exigeons que les teintures respectent le standard Oecotext ou GOTS, ce sont deux labels environnementaux, créés en France et fabriqués en Tunisie dans le respect de l'homme et de l'environnement. » Donc là, nous exigeons que les teintures respectent le standard Oecotext ou GOTS. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est une promesse assez vague. Donc il faut pouvoir, éventuellement vous pouvez la faire, cette promesse, mais il faut renvoyer vers un petit astérix ou autre, vers une source d'information, un site web ou autre, pour développer, pour que le consommateur y comprenne. Tout le monde ne peut pas comprendre. Donc la promesse est trop vague là. Et enfin, le cinquième élément pour avoir une communication la plus robuste possible, c'est donner ses sources. D'accord, et si elles peuvent être vérifiables ou vérifiées par des tiers, c'est très important. En fait, souvent, on ne met pas de source parce que le marketing ou la com a dit « non, mais ça prend trop de place, on ne va plus pouvoir le message, etc. » Mais en fait, il n'y a pas le choix. Il faut quand même qu'il y ait de l'information, même si elle est déportée sur un autre média. Puis un petit astérix, ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà, donc s'il y a 5 règles à retenir, ce sont celles-ci, les avoir à l'esprit, et puis ne pas hésiter à se faire conseiller vite fait par un bureau d'études. Je ne l'ai pas dit, il y en a quelques-uns ici. Mais la réglementation, je crois que je l'ai dit, mais je le répète, parce que ça continue, la réglementation française a été très exigeante dans le Code de la consommation, mais aussi au niveau environnemental, et là au niveau européen. Il y a ce qu'on appelle le pacte vert et dedans, il y a plusieurs directives, dont la Green Claim, qui est en cours d'adoption et qui vise à vraiment nettoyer. C'est du grand nettoyage, du toilettage, moins de labels, des allégations environnementales plus claires, plus vérifiables, pour que les consommateurs soient mieux informés. C'est vraiment le dada européen et français, c'est mieux informer le consommateur pour plus que ça soit trompeur et que ça incite à des achats qui n'auraient pas été faits sans cette information. Merci beaucoup, on y voit un petit peu plus clair. On déborde un petit peu sur la pause café, mais vous pouvez quand même poser vos questions. Puis ceux qui veulent prendre la pause café, vous pouvez y aller si vous voulez. J'ai vu une main se lever, où ça ? Juste ici.
Bonjour. En fait, j'aimerais juste une reprécision de ce que vous avez dit au début. Éco-responsable, écologique, c'est des termes qu'on peut utiliser ou interdits, hein, c'est bien ça. Ok. Interdit. Non, c'est que j'ai pas noté, et donc Oui. là, c'est pour C'est être bien que ce soit interdit. clair. Tout à fait. D'accord. En fait, du coup, alors, parce qu'on entend souvent, en optique en tout cas, Made in France. On a vu tout à l'heure, c'était pas tout à fait... Made in France ne pas veut pas forcément dire plus éco- respectueux de l'environnement. Ça, c'est clair et net. Mais dans l'esprit du consommateur, Oui. on est d'accord qu'il y a une confusion. Complètement. On a fait une étude là-dessus et vous avez complètement raison. Voilà. Les gens ont Il y a eu des l'impression que actions Made in dessus France, c'est ça. Il y a Pardon. eu des actions dessus. Sur comment... Le contrôle, je sais pas, vous avez dit c'est verbalisé. Sur quand on Made in dépasse, France en particulier ouais, voilà. Ça, je ne sais pas. C'est la DGCCRF. Comme c'est pas environnemental, j'avoue que je ne sais pas ce qui s'est fait. Ok, parce qu'il y a des salons Made in France qui emploient bien le terme, et en optique, le Made in France qui est différent et dont la meilleure appellation, c'est Origine France Garantie. Donc en fait, et le consommateur, lui, il ne comprend pas trop Origine France Garantie en fait. Il a plus la valeur sur le Made in France. Donc voilà, en fait, parce que là, on parle de tout ce qui est réglementation. Je voulais dire dans un second temps, c'est que tout ça, c'est l'État ou c'est des entreprises privées qui... Les 5 règles tout votre... Les consignes données là pour communiquer votre travail. Alors, moi, je fais partie de l'ADEME. C'est l'Agence de la transition écologique. C'est un établissement public. C'est Je travaille public. pour le ministère. D'accord. Parce que tous les règles dont vous dites, c'est que c'est bien pour protéger le consommateur. Moi, je suis opticienne. C'est moi qui fais la communication, les réseaux sociaux. Alors, je vous ai demandé les termes parce que c'est vrai, c'est des termes que j'utilise parce que j'en ai entendu et que je ne savais pas qu'il y a derrière toute cette législation et qui est verbalisée et que je comprends parce que ça protège. Mais du coup, moi, je ne vais plus communiquer. Je viens ici justement pour essayer de faire des actions environnementales, mais je viens de découvrir derrière qu'il y a toute une structure que si je veux être dans la règle, je dois employer une autre société. Enfin, je dois faire je dois contacter quelqu'un qui va m'aider, mais du coup, je vais devoir donner un budget. Et du coup, moi, ma petite boutique, je veux communiquer pour me faire connaître. Et en fait, je vais dépenser plus d'argent à être dans la loi que le chiffre d'affaires qui va rentrer. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, Carole a organisé cette journée, c'est que vous puissiez y voir plus clair. Et ça ne veut pas forcément dire faire appel à un bureau d'études. Je vous ai dit ça parce qu'il en existe et qui font très bien le travail et qui vont vous guider facilement. Mais après, là, l'objectif aussi, c'était que vous repartiez notamment avec ces 5 règles. Alors vous allez me dire, oui, mais j'en fais quoi de ça ? C'est déjà se poser des questions parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne se posent pas de questions et qui vont utiliser mes lunettes, elles sont biosourcées, donc elles sont écologiques. Non. Donc c'est l'objectif des différents supports qui sont plus ceux-là, mais ceux qui étaient là tout à l'heure. Il y a des abus de langage en fait. Et qui sont accessibles, dites-moi si je me trompe, mais gratuitement en bien ligne sûr, sur le site tout de est l'ADEME. téléchargeable Oui, sauf qu'il gratuitement. faut Il y a des tests aussi. télécharger, il faut s'y mettre Faut les dedans, il faut faire les réseaux, c'est-à-dire pour faire un post, je vais passer peut-être 3 heures à Non. lire, à voir tous les termes. Du coup, je voulais juste savoir, c'est que par exemple, si vous êtes une structure publique, est-ce qu'il y a un service dédié pour les entreprises quand on a des questions, on vous appelle et on essaie de communiquer avec vous en fait. Alors oui, mais en fait, moi je suis au siège social à Angers, donc c'est moi qui m'en occupe à l'ADEME. Mes collègues en région sont pas tous au courant, travaillent pas forcément tous sur ces sujets. Donc moi je peux pas répondre aux sollicitations des uns et des autres. En revanche, alors ça va pas vous satisfaire, mais dans la Green Claim, il parle donc la directive européenne. Là, il parle d'un organisme vérificateur avant la position d'allégation. Donc cet organisme, il pourrait vérifier, ça serait son rôle. Et donc là, on est en train de réfléchir à qui pourrait avoir ce rôle, comment ça pourrait s'organiser. Mais aujourd'hui, il n'existe pas. Donc là, il y a l'ADEME, j'ai envie de dire, il y a la DGCCRF, les antennes locales de la DGCCRF qui peuvent vous accompagner. Moi, je travaille énormément avec la DGCCRF aussi sur ces sujets-là. Vous pouvez taper à différentes portes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas
équipés pour faire du diagnostic, pour beaucoup de sujets d'ailleurs, que ce soit l'environnement ou autre. Souvent, en fait, il y a des lois qui sortent et puis on dit bah, allez-y. Et puis les gens, alors nous, institutions publiques, on crée des guides, on essaie d'accompagner comme on peut, mais faire de l'accompagnement un à un, si je vous disais oui avec plaisir, ça serait vraiment avec plaisir, mais en fait, c'est pas possible. Je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. C'est pour ça qu'on vous donne des billes et qu'il existe ces fameux guides qui étaient derrière nous, vous ne mettrez pas 3 heures à les lire parce que vous irez essentiellement sur les allégations qui vous intéressent, où on a essayé de les réaliser pour que ça soit le plus facile à lire et aller directement à l'essentiel. Et il y a même un test sur est-ce que je fais du greenwashing. Donc vous avez un petit quiz, vous savez, comme dans Marie-Claire. Vous cochez et puis voilà. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que je suis toujours gênée parce qu'on aimerait faire de l'accompagnement de 1 à 1, mais en fait, c'est pas possible. Il n'y a pas des moyens étatiques suffisants. On va laisser la parole à d'autres personnes et Anne aimerait quand même compléter. Voilà, juste pour compléter, pour rassurer madame et peut-être d'autres qui se posent la question, vous n'êtes pas les seuls ici à méconnaître tout ça. En fait, on est encore loin, on l'a dit, 2020, 2021. C'est très récent finalement toutes ces réglementations. L'idée, c'est qu'on avance pas à pas. On a parlé de formation ou de sensibilisation. Pourquoi pas se mobiliser à plusieurs entreprises et faire une journée ou une demi-journée de formation pour avoir quelques tips comme ça et repartir outillé et un peu plus sûr de soi finalement. Est-ce que en utilisant telle ou telle allégation, je suis bon et la prochaine fois je le saurai et puis après je suis rodé. Il ne s'agit pas de réinventer le métier de communicant. Hein. Il s'agit vraiment de chausser ces petites lunettes sur la partie greenwashing, d'attention particulière là-dessus. Émilie l'a évoqué aussi, il y a ce petit quiz sur l'anti-greenwashing effectivement qui peut donner quelques garde-fous en fait, et puis pour s'assurer qu'on est sur la bonne route. Donc voilà, c'était de dire, il ne s'agit pas de débloquer des budgets de fous pour aller plus loin, mais d'abord de se réassurer soi et de monter en compétence sur ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, vous voulez tous prendre une pause café. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. C'était très intéressant. Émilie Spiesser de l'ADEME et Anne Kosman de O2M. Merci.